Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more La fin de la guerre froide. La victoire des Alliés en Irak. En 1991, lorsque Boutros Boutros-Ghali est élu secrétaire général des Nations Unies, un nouvel ordre mondial semble se dessiner, celui de la démocratie triomphante et du multilatéralisme. Les années 90 verront pourtant renaître les pires nationalismes et se perpétrer les génocides que l'on croyait appartenir à un autre temps. Atrocités commises sous les yeux d'une communauté internationale dépassée et d'un secrétaire général révolté car ne disposant pas des moyens nécessaires pour faire réagir celle-ci à temps. Un secrétaire général de l'ONU, trop souvent condamné au rôle de bouc émissaire. Boutros Boutros-Ghali naît au Caire en 1922. Issu d'une famille copte de la grande bourgeoisie égyptienne, l'un de ses grands-pères fut Premier ministre, le jeune Boutros est très tôt tenté par la politique. Après des études en Égypte et en France, il enseigne néanmoins tout d'abord dans plusieurs universités à travers le monde. En octobre 1977, il devient ministre d'État aux Affaires étrangères du gouvernement égyptien. C'est à ce titre qu'en septembre 1978, il assiste, aux côtés du président Sadat, à la conférence de Camp David et prend part aux négociations des accords qui en résulteront l'année suivante entre l'Égypte et Israël. Vice-premier ministre d'Égypte, il est élu secrétaire général des Nations Unies le 3 décembre 1991 à l'âge de 69 ans. Sixième secrétaire général de l'organisation et premier Africain désigné à ce poste, il succède à Trivgli, Daga Marshkoll, Utant, Kurt Weidam et Ravir Pérez d'Equelar. Il entre en fonction le 1er janvier 1992. J'avais des idées forces dans la mesure où je pensais que les Nations Unies seront amenées à gérer l'après-guerre froide. Bien plus, j'ai eu la chance, 31 jours après que j'ai débuté au poste de secrétaire général, d'avoir dans l'histoire des Nations Unies le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Ça s'est passé le 31 janvier 1992. Ce conseil de sécurité a adopté une suite de résolutions et m'a donné un mandat. Et j'ai compris ce mandat comme on demande au secrétaire général de penser comment renouveler les Nations Unies, comment donner un nouveau rôle aux Nations Unies, comment l'amener à gérer l'après-guerre froide. Et là, j'ai présenté à la demande du Conseil de sécurité un document qui s'appelle « Agenda pour la paix » et qui a eu énormément de succès. Il était traduit en 55 langues, il a été l'objet de discussions de l'Assemblée générale, discussions du Conseil de sécurité. Donc tout ceci m'a laissé croire
que, effectivement, non seulement je suis appelé à jouer un rôle nouveau pour gérer l'après-guerre froide, mais que j'ai l'appui des États membres. Or, c'était une double erreur de ma part, parce que, en fait, depuis la fin de la guerre froide, il n'y avait qu'une seule superpuissance qui, elle, comptait gérer l'après-guerre froide et qui comptait utiliser les Nations Unies à la carte. C'est-à-dire, lorsqu'ils auront besoin des Nations Unies, ils feront appel aux Nations Unies, sinon, ils peuvent agir directement sans passer par les Nations Unies. Seconde idée, ce qui va dominer la planète et qui, je continue à défendre cette idée jusqu'aujourd'hui, c'est la fracture sociale planétaire entre un monde riche qui devient de plus en plus riche et un monde pauvre qui devient de plus en plus pauvre. Évidemment, les nouvelles technologies vont aggraver cette fracture sociale parce que si vous êtes illettré, vous ne pouvez pas utiliser l'Internet. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne saurez pas utiliser cette nouvelle technologie. C'est le second objectif, donc c'est le développement. Et troisième idée que j'ai défendue par la suite à l'UNESCO et qui est mon cheval de bataille, c'est que ça ne sert à rien de vouloir dépenser des millions pour démocratiser les États si au haut de la pyramide, face à la globalisation, vous avez un système qui n'est pas démocratique. Donc si vous ne démocratisez pas la globalisation, si vous ne démocratisez pas les relations internationales, si vous ne démocratisez pas les Nations Unies, la globalisation va polluer, va diminuer, va affaiblir la démocratie nationale. C'est donc armé de fortes convictions que Boutros Boutros-Ghali commence d'exercer ses fonctions au 38e étage de la Maison de Verre à New York. Au début de son mandat, le nouveau secrétaire général bénéficie du soutien du personnel des Nations Unies et de celui d'une importante partie de l'opinion mondiale. Profitant de cet état de grâce, il s'emploie immédiatement à la réalisation de ses projets de réforme. Sa vision ambitieuse s'illustre alors à travers de grandes conférences, dont celle sur l'environnement à Rio, sur les droits de l'homme à Vienne, sommet de Vienne où est décidée la création du poste de haut-commissaire aux droits de l'homme. Mais l'état de grâce ne dure pas. Je pense que les fissures sont venues plus tard, lorsque nous avons été accablés par le nombre d'opérations de maintien de la paix. Il y en avait trop. Et nous n'avions pas les moyens de pouvoir servir d'une façon réussie toutes ces opérations de maintien de la paix. L'une des crises qui accapare alors les Nations Unies est celle d'ex-Yougoslavie. La chute du communisme en Europe et les revendications nationalistes ont mené la fédération yougoslave au bord de l'éclatement. La Bosnie, à la suite d'autres républiques fédérées, devient indépendante le 3 mars 1992. L'accord de Sarajevo du 20 mars suivant établit une fédération bosniaque divisée en 3 entités. Mais les Serbes ne l'entendent pas ainsi. Ils annoncent la création d'une république serbe de Bosnie-Herzégovine et dans le cadre d'une politique de purification ethnique, contraignent au départ les communautés croates et musulmanes bosniaques. Un plan de paix est proposé en janvier 1993 sous l'égide des Nations Unies. Il est rejeté par les Serbes de Bosnie qui multiplient leurs opérations, conduisant l'OTAN à intervenir en février 1994 aux côtés de l'ONU. Dans l'affaire de Yougoslavie, vous aviez une division très nette entre les Européens, c'est-à-dire surtout la France et la Grande-Bretagne, qui avaient des troupes sur le terrain, et les États-Unis qui n'avaient pas des troupes et qui utilisaient la force aérienne. Donc voici un premier conflit. Les États ne veulent pas risquer de faire tuer leurs soldats, à juste titre, puisqu'ils ne sont pas là dans une opération de mesures coercitives, mais une opération de maintien de la paix. Donc, armes légères, ils ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour utiliser la force. Et d'autre part, les États-Unis qui sont pressés, à travers des bombardements, où ils ne risquent rien. J'ajoute à ceci un troisième conflit, qui est les Russes, qui sont en faveur des Serbes. Si bien que nous avons là 3 points de vue différents. Une première difficulté. Une seconde difficulté, c'est que vous aviez un élément humanitaire extrêmement important. La ville de Sarajevo était réduite. Donc avant de prendre une décision, il était intéressant d'avoir le point de vue du haut-commissaire des réfugiés. Qu'est-ce qu'on peut faire?
D'abord, le point de vue des diplomates. Ils sont en train de négocier à Genève. Est-ce qu'on bombarde ou on ne bombarde pas? Et ensuite, le point de vue des militaires. Donc, en réalité, c'était un système extrêmement lourd. L'action humanitaire était très importante. Ensuite, le fait que nous sommes arrivés à ce que la guerre ne s'étende pas en Macédoine, il y avait des troupes pour la première fois sur une base d'action préventive. C'est un élément intéressant. Mais il est certain que les États-Unis n'ont pas voulu intervenir et qu'ils n'ont intervenu in extremis qu'avant les élections américaines. La prise de Srebrenica par les Serbes en juillet 1995 est un échec pour les casques bleus. Des milliers de musulmans sont massacrés. Croates, musulmans bosniaques et forces de l'OTAN accélèrent alors les opérations contre les Serbes. Le 21 novembre 1995, des accords sont conclus et la paix revient en Bosnie. Le pays est pour finir divisé en deux entités, une fédération croato-musulmane et une république serbe de Bosnie. La gestion d'une autre crise va échoir à l'ONU, celle de Somalie. Au terme de près d'une décennie de conflit, le régime du président somalien Siad Barre a été renversé en 1991 suite à l'alliance entre plusieurs groupes rebelles. Le pays est alors entré dans une phase de complète anarchie en raison de l'absence de pouvoir centralisateur. Les anciens alliés se sont divisés et s'affrontent désormais pour prendre le pouvoir. Le sud du pays, où sévissent des milices, est le théâtre des pires affrontements. En 1992, les États-Unis décident d'intervenir dans le cadre de l'opération Restore Hope, mais celle-ci échoue rapidement et les Américains quittent le pays. Les Nations Unies envoient alors des casques bleus, mais en vain. If we have not your assistance, if there is no progress, the whole system of the United Nations will withdraw. And this happened. This happened in Beirut in 1983, Lebanon. This happened in Angola a few months ago. And you will find yourself without any presence, and the war will begin again. So the United Nations is not there to stay. The United Nations can leave tomorrow or after tomorrow unless there is progress. So we need your assistance. I need your assistance so that I will be able to convince the member state to continue to stay, to continue to pay the money necessary for the presence of the troops, to continue to offer the humanitarian assistance, the food, the medicaments. It is not easy. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La Somalie, à partir du moment où les Américains ont retiré leurs troupes, tous les autres pays ont retiré leurs troupes, et depuis jusqu'aujourd'hui, il y a eu des centaines de morts à Mogadiscio. Ils ont créé un gouvernement qui n'arrive pas à retourner, qui continue à gérer la Somalie à partir du Kenya. Et depuis 1990, nous sommes en 2005, nous avons 15 ans un pays qui a disparu de la carte. C'est-à-dire qu'il y a un territoire, il y a une population, mais il n'y a pas de gouvernement. Il y a une quarantaine de chefs. Vous avez la ville de Mogadiscio qui est divisée entre 3 quartiers. Et pour passer d'un quartier à un autre, vous devez payer ou bien vous devez obtenir des permissions spéciales. La plus terrible tragédie à laquelle est confronté Boutros Ghali durant son mandat est bien évidemment celle du Rwanda. Ce pays d'Afrique subsaharienne où règne de très fortes tensions entre deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. La mort dans un attentat du président Hutu Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 sert de prétexte aux extrémistes Hutus pour engager des exactions. Les forces armées rwandaises, aux mains des Hutus, lancent dès l'annonce de la mort du président une série de massacres de la minorité Tutsi. Par la suite, la situation s'inversera et ce seront les Hutus qui seront exterminés par les Tutsis du Front patriotique rwandais. Je me suis rendu compte du drame. Je n'ai pas suffisamment crié. J'aurais dû crier plus fort. C'est vous le premier qui avez parlé de génocide. C'est moi le premier qui a parlé de génocide. Et c'est moi le premier. Et ce sont les États-Unis qui ont donné des instructions de ne pas utiliser le mot génocide. Malgré cela, certains reprocheront au secrétaire général de l'ONU
de ne pas avoir su prendre en considération le télégramme alarmiste que lui avait adressé le général Roméo Dallaire, commandant des casques bleus au Rwanda, peu avant le début des tueries. Il est très facile, rétrospectivement, de dire, écoutez, tel jour, il y avait ce télégramme où je prévoyais un génocide. Et oui, mais il y a 200 télégrammes. Et vous avez des centaines de télégrammes qui prévoyaient des désastres et qui n'en ont jamais eu lieu. C'est aujourd'hui, si quelqu'un se met à étudier le dossier du Rwanda, il est facile de dire, mais vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. En réalité, au moment où nous avions le dossier du Rwanda, nous avions 5 ou 6 autres dossiers aussi importants. La guerre civile au Rwanda se solde par un véritable génocide que ni l'ONU, ni l'armée française intervenue lors de l'opération turquoise n'ont pu éviter. On dénombre environ 1 million de morts. Un gouvernement d'union nationale comprenant des représentants des deux ethnies, Hutus et Tutsis, est mis en place à l'issue du conflit. Néanmoins, de nombreux mystères entourent toujours cette tragédie de notre temps. Je vais vous poser une question. Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais essayé de savoir qui est le coupable d'avoir abattu l'avion qui a tué les 2 chefs Hutus, le chef Hutu rwandais et le chef Hutu burundais? Alors que vous avez un rapport français, vous avez un rapport des Nations Unies, vous avez un rapport de l'Organisation de l'Unité africaine et vous avez un 4e rapport belge. Personne n'a mentionné ça. En juin 1995 est célébré à San Francisco le 50e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies. Malgré les difficultés rencontrées au cours des années précédentes, la communauté internationale plébiscite Boutros Boutros-Ghali pour son action et des succès certains tels ceux réalisés au Cambodge et au Mozambique. We are the custodians of the dream of global cooperation. We will not let it perish. As long as people seek national identities, as long as people seek protection from aggression, as long as people yearn for a better world for their children, the United Nations will endure and it will succeed. Quelques mois plus tard, toujours dans le cadre du 50e anniversaire, la plupart des chefs d'État et de gouvernement de la planète se réunissent à New York, au siège de l'organisation internationale. C'est la première fois qu'une manifestation de cette ampleur a lieu. Mais l'ambiance bon enfant ne saurait dissimuler aux yeux de l'opinion les tensions grandissantes entre l'administration américaine et le secrétariat général des Nations Unies. En effet, en dépit d'une collaboration fructueuse à plusieurs égards, notamment en Haïti ou lors de la mise en place du programme Pétrole contre nourriture, programme qui connaîtra de nombreuses dérives mais qui permettra néanmoins de soulager en partie la population irakienne, Washington est de plus en plus opposé aux initiatives de Boutros Boutros-Ghali et trouve ce dernier trop général et pas assez secrétaire. La Maison-Blanche envisage donc sérieusement de mettre son veto à la réélection de l'Égyptien si celui-ci se présente à nouveau au poste de secrétaire général de l'ONU. Lorsqu'il fut élu la première fois en 1991, Boutros Boutros-Ghali affirmait ne prétendre qu'à un seul mandat. 5 ans plus tard, jugeant que sa tâche n'est pas terminée, il souhaite en solliciter un second. Il est certain que ma position était franchement pro-arabe, je ne l'ai jamais caché. Que j'étais très pro-palestinien, je ne l'ai jamais aussi caché. Donc, j'étais aussi tiers-mondiste. Donc, là, c'était un premier objet de friction. Mais ce qui est intéressant, c'est que les républicains ont attaqué les Nations Unies, disant que les Nations Unies veulent gérer la planète, veulent dominer la politique étrangère américaine.
Et M. Clinton est un débutant, M. Boutros-Ghali est un vieux roulier de la diplomatie, c'est lui qui va dominer. Donc vous avez eu des caricatures où on voyait Clinton jouant au cerceau et moi qui dirige la politique étrangère américaine. Et nous avions un autre phénomène, c'est que les élections, la réélection du président américain correspondait à la réélection du secrétaire général. Donc il était difficile au président, au candidat démocrate, de dire « je suis contre les Nations Unies », mais il dit « je suis contre le secrétaire général », qui lui n'a pas accompli son devoir. Donc je suis en faveur des Nations Unies, mais je suis contre le secrétaire général. Tout mon espoir était que tant qu'il y avait les élections, il avait cette attitude, et une fois les élections terminées, une fois qu'il soit réélu, si lui est réélu, ou si le républicain est réélu, ils peuvent changer d'opinion, d'autant plus que j'avais obtenu l'appui d'un très grand nombre de chefs d'État amis qui étaient en faveur de ma réélection. Le ministre des Affaires étrangères, Warren Christopher, m'a proposé un compromis. Il m'a dit, on va vous offrir 1 année. Et vous avez 74 ans, vous allez fêter votre 75e année un an après, vous serez invité à la Maison-Blanche et on va fêter votre anniversaire qui est en même temps votre départ. Donc on m'a offert 1 année. Alors évidemment, maintenant, rétrospectivement, je me rends compte que j'étais trop agressif. J'ai dit, je n'accepte pas les bakchiches. Il n'a pas compris, il m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'un bakchiche? J'ai dit, c'est un pourboire. 1 année ne m'intéresse pas, parce que je ne pourrais rien faire en 1 année. Il m'a dit, mais comment? Il vous reste encore 6 mois. Je dis, mais ces 6 mois m'appartiennent. Vous ne me les donnez pas. Ah bon? Si vous refusez, alors à ce moment, nous allons prendre les mesures nécessaires. Boutros-Ghali se présente pour un nouveau mandat. La pression de l'administration américaine sur le Conseil de sécurité est trop forte. Et malgré de nombreux soutiens, dont celui de la France et de la plupart des pays africains, il n'est pas réélu. Il laisse alors la place à celui qui est son secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, le Ghanéen, Kofi Annan. Ce dernier hérite certes d'une ONU en difficulté financière, une centaine de pays membres doivent 3 milliards de dollars d'arriérés de contribution, mais aussi d'une ONU porteuse d'espérance et de projets tels que la création d'une cour pénale internationale. Peu de temps avant l'élection, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger souffle au secrétaire général sortant, quel que soit le résultat, vous êtes entré dans l'histoire. Le 1er janvier 1997, Boutros-Ghali quitte New York. J'ai eu des amis, Claude Chesson, quand je suis revenu en France, m'a dit « il faut absolument que je veux te voir ». Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Il m'a dit « je veux comprendre pourquoi cette haine, pourquoi cette hargne à ton égard ». Je dis « je ne sais pas ». Mais mon explication la plus simple, c'est il ne s'agit pas tellement de M. Boutros-Ghali, à qui on demande de quitter, et qui a osé dire « non, je vais rester jusqu'au bout, je vais essayer de me battre », mais on cherche à donner une leçon pour tous les prochains secrétaires généraux en leur disant « écoutez, voilà ceux qui essayent de compliquer le rôle ou le leadership de la superpuissance, voilà ce qui va les attendre ». J'ai vécu près du pouvoir, j'ai eu souvent le pouvoir et j'ai perdu souvent le pouvoir. Une fois que vous perdez le pouvoir, personne n'osait plus revenir dans mon bureau. Il n'y avait plus de coups de téléphone. Donc, c'était à prévoir. Un de mes collaborateurs m'a dit, à partir de demain, personne ne viendra plus dans ton bureau, pour ne pas mécontenter le futur secrétaire général.